Chapitre 8. Depuis qu'il fut devenu notoire que l'autre moitié du vicomte était revenue, aussi bonne que la première était mauvaise, la vie devint toute différente à Terralba. Le matin, j'accompagnais le docteur Trelawney dans ses visites aux malades, car le docteur, petit à petit, s'était remis à exercer la médecine. Il s'était rendu compte de tous les maux dont sont affligées nos populations, dont la fibre est minée par les longues famines des temps passés. Avant, il ne s'en souciait pas. Nous nous acheminions le long des routes de campagne, et des signes nous montraient que mon oncle nous avait précédés. Mon oncle le bon, cela s'entend, qui tous les jours faisait lui aussi la tournée non seulement des malades, mais des pauvres, des vieillards, de quiconque avait besoin de secours. Dans le jardin de Batchichia, chacun des fruits mûrs du grenadier était bandé d'un mouchoir noué. Nous comprîmes que Batchichia avait mal aux dents. Mon oncle avait bandé les grenades pour qu'elles n'éclatent pas et que les grains ne s'en éparpillent pas pendant que leur propriétaire, malade, ne pouvait pas sortir pour les cueillir. Mais c'était aussi un signal à l'adresse du docteur Trelawney, afin que celui-ci passe visiter le malade et qu'il apporte ses pinces. Le curé Tchéco avait sur son balcon un tournesol chétif qui ne donnait jamais de fleurs. Un matin, nous trouvâmes 3 poules attachées là. Elles mangeaient de la graine tant qu'elles pouvaient et déposaient de la fiente blanche dans le pot du tournesol. Nous comprîmes que le curé devait avoir la courante. Mon oncle avait attaché ses poules pour fumer le tournesol, mais aussi pour avertir le docteur Trelawney de ce cas urgent. Sur l'escalier de la vieille Hieronyme, nous vîmes une file d'escargots monter jusqu'à sa porte, de ces escargots qu'on fait cuire et qu'on mange. C'était un cadeau que mon oncle avait rapporté du bois pour Hieronyme, mais c'était également le signe que la maladie de cœur de la pauvre vieille s'était aggravée et que le docteur devait entrer doucement pour ne pas lui faire peur. Tous ces moyens de communication étaient employés par le bon Médard pour ne pas alarmer ses malades par un recours trop brusque au docteur, mais aussi pour que Trelawney eût tout de suite l'idée de ce dont il s'agissait, même avant d'entrer, et domina de la sorte sa répugnance à pénétrer chez les autres et à approcher des malades dont il ne savait pas ce qu'ils avaient. Tout à coup, l'alarme courait dans toute la vallée. « L'infortuné! Voilà l'infortuné !» C'était la mauvaise moitié de mon oncle qu'on avait vu chevaucher dans les parages. Alors tout le monde courait se cacher, le docteur Trelawney en tête et moi derrière. Nous passions devant la maison de Hieronyme, et sur l'escalier il y avait une bande d'escargots écrasés, de la bave et des éclats de coquilles. « Il a déjà passé par là, mettons les voiles !» Sur le balcon du curé Tchéco, les poules étaient attachées sur la clé où séchaient les tomates et souillaient toute cette bonne marchandise. « Les voiles !» Dans le jardin de Batchichia, toutes les grenades étaient écrasées par terre tandis que les mouchoirs vides pendaient aux branches comme des étriers. Les voiles. C'est ainsi que notre vie passait de l'amour à la terreur. Le bon, comme on appelait la moitié gauche de mon oncle, de même qu'on appelait l'autre l'infortuné, était désormais en odeur de sainteté. Les éclopés, les pauvres diables, les femmes trompées, tous ceux qui avaient quelque peine couraient à lui. Il aurait pu en profiter et devenir lui le vicomte. Loin de là, il continuait à vivre en vagabond, à rôder dans son manteau noir déchiré, appuyé à sa béquille, avec son bas bleu et blanc couvert de reprises, et à faire du bien tant à ceux qui le lui demandaient qu'à ceux qui le chassaient vilainement. Il n'y avait pas de mouton se cassant la patte dans un ravin, de buveur tirant son couteau dans la taverne, de femme adultère courant nuitamment retrouver son amant, qui ne le vit apparaître comme tombé du ciel, noir et sec avec son doux sourire, pour secourir, donner de bons conseils, prévenir la violence et le péché. Pamela habitait toujours le bois. Elle s'était fait une balançoire entre 2 pins, une autre balançoire plus solide pour la chèvre, une troisième plus légère pour la canne, et elle passait le temps à se balancer avec ses bêtes. Mais à une certaine heure, le bon arrivait en se traînant au milieu des pins, un baluchon sur l'épaule. C'étaient des effets à laver et à recommoder qu'il prenait chez les mendiants, les orphelins, les malades seuls au monde. Il faisait laver ses effets à Pamela, lui donnant ainsi l'occasion de faire du bien elle aussi. Pamela, qui s'ennuyait de rester toujours dans le bois, lavait ses vêtements et ce linge dans le ruisseau et lui l'aidait. Ensuite, elle mettait tout sécher sur les cordes de ses balançoires et le bon, assis sur une pierre, lui lisait la Jérusalem délivrée. Pamela se souciait peu des lectures. Elle restait tranquillement vautrée dans l'herbe à s'épouiller, parce qu'à vivre dans les bois elle avait attrapé quelques petites bêtes, à se gratter avec une plante nommée gratte-cul, à bâiller, à soulever en l'air les cailloux avec ses pieds nus,
à regarder ses jambes bien roses et bien charnues. Le bon, sans lever les yeux de son livre, déclamait strophe sur strophe dans l'intention d'affiner les mœurs de cette fille rustique. Mais elle, qui perdait le fil et s'ennuyait, incita tout doucement la chèvre à lécher le bon sur sa demi-face et la canne à se poser sur son livre. Le bon sauta en arrière et souleva son livre qui se referma. Au même instant, l'infortuné déboucha des arbres au galop en brandissant contre le bon une grande faux. La lame de la faux rencontra le livre et le coupa en longueur en faisant deux moitiés. Le dos resta entre les mains du bon. Le reste se répandit dans l'air en 1000 demi-pages. L'infortuné disparut au galop. Certainement qu'il avait voulu faucher la demi-tête du bon. Les deux bêtes étaient arrivées bien à propos. Les pages du tasse avec leurs marges blanches et leurs verres coupés en deux s'envolèrent au vent, se posant sur les branches des pins, sur les herbes et sur l'eau du torrent. Du haut d'une butte, Paméla regardait voltiger ce blanc et disait « Comme c'est joli !» Quelques demi-feuilles arrivèrent jusqu'au sentier dans lequel nous passions, le docteur Trelawney et moi. Le docteur en saisit une au vol, la tourna et la retourna, essaya de déchiffrer quelques vers sans queue ni tête et hocha la tête. On ne comprend rien du tout. La renommée du bon était arrivée jusqu'aux Huguenots, et on voyait souvent le vieil Ézéchiel s'arrêter sur la plus haute plateforme de sa vigne jaune et regarder le chemin muletier caillouteux qui monte de la vallée. « Père, lui dit un de ses fils, je vous vois souvent regarder du côté de la vallée, comme si vous attendiez l'arrivée de quelqu'un. »« C'est le propre de l'homme que d'attendre, répondit Ézéchiel, de l'homme juste d'attendre avec confiance, de l'injuste avec crainte. C'est le boiteux de l'autre jambe que vous attendez, père. Tu en as entendu parler ? On ne parle pas d'autre chose dans la vallée que de ce manchot gauche. Pensez-vous qu'il viendra là-haut, jusque chez nous ? Si notre terre est une terre d'hommes qui vivent dans le bien, et si lui vit dans le bien, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas. Le chemin muletier est raide pour quelqu'un qui doit le monter avec une béquille. Il y a déjà eu un démonté qui a trouvé un cheval pour venir. » En entendant parler Ézéchiel, les autres Huguenots s'étaient rassemblés autour de lui. Lorsqu'Ézéchiel fit cette allusion au vicomte, ils frémirent en silence. « Ézéchiel, notre père, dirent-ils, la nuit où vint le fluet et où la foudre brûla la moitié du rouvre, vous avez dit qu'un jour, peut-être, nous serions visités par un voyageur meilleur. » Ézéchiel acquiesça, inclinant sa barbe jusque sur sa poitrine. « Père, celui dont nous venons de parler est un bancal pareil, mais opposé à l'autre, tant pour le corps que pour l'âme. Ne serait-ce pas le visiteur qu'annonçaient vos paroles ? Tout passant sur toute route peut l'être. Lui aussi, par conséquent, dit Ézéchiel. Alors nous espérons tous que ce sera lui, dirent les Huguenots. La femme d'Ézéchiel avança, poussant une brouette de sarment. Nous espérons toujours du bon, dit-elle. Mais quand bien même celui qui boite sur nos collines ne serait qu'un pauvre mutilé de guerre, bon ou méchant, nous n'en devons pas moins chaque jour agir selon la justice et cultiver nos champs. C'est entendu, lui répondirent les Huguenots. Aurions-nous dit quelque chose signifiant le contraire ? Bien, si nous sommes tous d'accord, nous pouvons tous retourner à nos pioches et à nos binettes. Peste et disette, éclata Ézéchiel. Qui vous a dit de vous arrêter de biner ? Les Huguenots se répandirent dans le cordon pour aller retrouver leurs outils abandonnés au milieu des sillons. Mais à ce moment, Ésaü, qui avait mis à profit l'inattention de son père pour grimper sur le figuier et manger des figues vertes, se mit à crier. « Là-bas ! Qui arrive sur ce mulet ?» En effet, un mulet grimpait la montée avec une moitié d'homme attachée à son bas. C'était le bon, qui avait acheté cette vieille bête tout écorchée qu'on allait noyer dans le torrent parce qu'elle était en si piteux état qu'on ne pouvait même pas l'envoyer à l'abattoir. « Après tout, pensa-t-il, je ne pèse qu'un demi-poids d'homme. Ce vieux mulet pourra encore me porter. Ayant moi aussi ma monture, je pourrai aller faire du bien plus loin. » Pour son premier voyage, il venait trouver les Huguenots. Les Huguenots l'accueillirent aligné bien droit en chantant un psaume. Puis le vieillard s'approcha de lui et le salua comme un frère. Le bon, descendant de sa mule, répondit cérémonieusement à ces salutations, baisa la main à la femme d'Ézéchiel qui resta dure et revêche, demanda des nouvelles de tous, allongea le bras pour caresser la tête hirsute d'Ésaü, qui recula,
s'intéressa aux ennuis de chacun et se fit raconter l'histoire des persécutions, non sans s'émouvoir et protester. Naturellement, eux en parlèrent sans insister sur la controverse religieuse, comme d'une séquelle de malheur qu'on ne pouvait imputer qu'à la méchanceté générale des hommes. Médard glissa sur le fait que ces persécutions partaient de l'Église à laquelle ils appartenaient, et les Huguenots, de leur côté, ne s'embarquèrent pas dans des professions de foi, d'autant plus qu'ils avaient peur de dire des choses théologiquement erronées. C'est ainsi qu'ils finirent par des vagues propos charitables, désapprouvant toute violence et tout excès. Ils étaient tous d'accord, mais l'ensemble était un peu froid. Ensuite, le bon visita la campagne, plaignit les Huguenots de la maigreur de leur récolte, et se réjouit de ce qu'à tout le moins, l'année avait été bonne pour le seigle. « Combien le vendez-vous » leur demanda-t-il. « 3 écus la livre, » dit Ézéchiel. « 3 écus la livre ? Mais les pauvres de Terralba meurent de faim, mes amis. Ils ne pourront même pas s'acheter une poignée de seigles. Vous ne savez peut-être pas que dans la vallée, la grêle a détruit les seigles, et que vous êtes les seuls pouvant aider toutes ces familles dans la misère. »« Nous le savons, » dit Ézéchiel. « C'est justement pour cela que nous pouvons vendre dans de bonnes conditions. Mais songez à la charité que vous feriez à ces pauvres gens, si vous baissiez le prix du seigle. Pensez au bien que vous pourriez faire. » Le vieil Ézéchiel s'arrêta devant le bon, les bras croisés, et tous les Huguenots l'imitèrent. « Faire la charité, mon frère, dit-il, cela ne veut pas dire perdre sur les prix. » Le bon parcourait les champs et voyait de vieux Huguenots squelettiques piocher sous le soleil. « Vous avez mauvaise mine, dit-il à un vieillard dont la barbe était tellement longue qu'il piochait dessus. Vous ne vous sentez peut-être pas bien ? Bien comme peut se sentir quelqu'un qui pioche pendant 10 heures à 70 ans avec une soupe de rave dans le ventre. C'est mon cousin Adam, dit Ézéchiel, un travailleur exceptionnel. Mais vous devriez vous reposer et vous alimenter, vieux comme vous êtes, dit le bon. Ézéchiel l'entraîna brusquement loin de là. Tous, ici, nous gagnons notre pain très durement, lui dit-il, d'un ton qui n'admettait pas de réplique. En descendant de son mulet, le bon avait voulu attacher lui-même sa bête et avait demandé pour elle un sac d'avoine afin de la réconforter après la montée. Ézéchiel et sa femme s'étaient entre-regardés parce que, à leur avis, pour un mulet comme cela, une poignée de chicorée sauvage était bien suffisante. Mais c'était le moment le plus chaud de l'accueil et ils avaient fait apporter de l'avoine. Maintenant, à y repenser, le vieil Ézéchiel ne put plus admettre que cette carcasse de mulet mange le peu d'avoine qu'ils avaient. Sans se faire entendre de son hôte, il appela Ésaü et lui dit « Ésaü, va tout doucement trouver le mulet, ôte-lui l'avoine et donne-lui quelque chose d'autre. Une infusion pour l'asthme ? Des trognons de maïs, des pots de pois chiches, ce que tu voudras. » Ésaü y alla, enleva le sac au mulet et récolta un coup de pied qui le fit boiter pendant longtemps. Pour se rattraper, il cacha le reste d'avoine afin de la vendre pour son compte et déclara que le mulet l'avait déjà fini. C'était l'après-midi. Le bon se trouvait au milieu des champs avec les Huguenots et il ne savait plus quoi se dire. « Nous avons encore une bonne heure de travail à faire, notre hôte, dit la femme d'Ézéchiel. Alors je vous débarrasse. Bonne chance, notre hôte. » Et le bon Médard remonta sur son mulet. « Un malheureux mutilé de guerre, dit la femme quand il fut parti. Combien il y en a dans la région ? Les pauvres gens. Ce sont vraiment des pauvres gens, confirmèrent tous ses familiers. Peste et disette, hurlait le vieil Ézéchiel, en rôdant à travers champs, les poings levés devant les travaux mal faits et les ravages causés par la sécherelle. Peste et disette.